Eh bien, bonjour à tous. En ce dimanche matin, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal, mais on va revenir sur les intégrales à paramètres, application du chapitre sur les suites et séries de fonctions. Dans ce premier exercice, on nous définit la fonction classique qu'est la fonction gamma, à savoir que pour tout x strictement positif, on considère gamma x comme une intégrale à paramètres définie comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Exercice absolument classique qu'il faut savoir refaire. Dans un premier temps, on ne nous demande pas de revenir sur la définition, c'est imposé dans l'énoncé. Néanmoins, je vous rappelle que cette fonction ici, que je vois comme la fonction qui a t associé t puissance x moins 1 exponentielle moins t, avec les notations d'exposants réels, exponentielle ici x-1 ln de t, exponentielle moins t. Très rapidement, cette fonction est bien continue par morceaux en t sur 0 plus l'infini, et il y a donc deux singularités à étudier, en 0 et en plus l'infini. En 0, puisque ici ce n'est pas défini en 0 à cause du log, et en plus l'infini, un point remarquable. En 0, tout simplement, si vous regardez cette fonction ici, que je peux appeler petit f, eh bien, cette fonction-là, en 0 est équivalente ici à t puissance x moins 1, c'est-à-dire 1 sur t puissance 1 moins x. On reconnaît une fonction de Riemann qu'on sait être intégrable si et seulement si au voisinage de 0, on a l'exposant ici qui est strictement plus petit que 1. Autrement dit, pour avoir l'intégrabilité en 0, ça équivaut à dire que 1 moins x est strictement plus petit que 1, à savoir que x est strictement positif, ce qui est le cas ici. Dans un deuxième temps, l'autre singularité étant plus l'infini, eh bien on a alors un petit taux ici de 1 sur t carré, c'est-à-dire si vous reprenez cette expression-là, c'est plus facile à voir, et vous multipliez par t carré, vous obtenez alors t puissance x plus 1 exponentielle moins t par croissance comparée à x fixé strictement positif, le tout va tendre vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Autrement dit, ça assure l'intégrabilité en plus l'infini. On a l'intégrabilité en 0 à la seule condition nécessaire et suffisante que x soit strictement positif, ce qui assure l'existence de la fonction intégrale à paramètres ici pour tout x strictement positif. Ce n'était pas la première question, puisque la première question, on sous-entendait que la fonction est bien définie, et on nous demande de justifier que celle-ci est de classe C1 sur 0 plus l'infini. On va revenir alors naturellement au critère C1 pour les intégrales à paramètres. Si je note f de xt, cette fonction ici de deux variables, eh bien on a immédiatement la régularité, c'est-à-dire que la fonction qui a t associe f de xt eh bien, continue par morceaux sur 0 plus l'infini. Et d'autre part, la fonction qui a x associe f de xt, elle, que j'avais vue, je vous rappelle, comme exponentielle x moins 1 ln de t exponentielle moins t, elle est bien de classe C1 comme composée de fonction de classe C1 en x. Elle est bien C1 sur 0 plus l'infini, intervalle d'appartenance de petit x. On continue. De plus, je vous rappelle que la dérivée partielle en x de cette expression-là, si je travaille à t fixé, que je dérive par rapport à x, je m'aperçois que les règles de dérivation usuelles vont sortir un log. Autrement dit, on récupère directement ln de t exponentielle x moins 1 ln de t exponentielle moins t. Seulement, l'enjeu du critère C1, c'est d'assurer, oui, une certaine régularité pour la fonction considérée, mais également être capable de dominer la dérivée partielle première ici, indépendamment du paramètre petit x, paramètre de l'intégrale. Seulement, on pourrait tenter une domination globale, mais la plupart du temps, je vous ai demandé d'avoir le réflexe suivant. Eh bien, comme la dérivabilité est un critère ponctuel, un critère local, on va se contenter d'une domination locale, c'est-à-dire sur un compact AB inclus dans l'intervalle de travail 0 plus l'infini de la variable petit x. C'est-à-dire que si on considère également ici un segment AB inclus dans R plus étoile, je vous rappelle que si on travaillait sur un domaine R, on aurait tendance à travailler sur un compact de la forme moins AA. Ici, on va donc travailler sur AB inclus dans R plus étoile. On a alors que pour tout x t appartenant à AB croix R plus étoile, la dérivée partielle, celle-ci en valeur absolue, va pouvoir être contrôlée indépendamment de x. Je m'explique. Il s'agit donc de contrôler ceci à partir de x dans AB. Seulement très rapidement, on s'aperçoit que le x, lui, va être compris, le x-1 va être compris entre a-1 et b-1. Autrement dit, il va falloir jouer sur un encadrement de l'exponentielle de x-1 ln de t. Seulement attention, on va dominer ici par morceaux et c'est la difficulté. Pourquoi ? Parce que le log de t, lui, change de signe. Si vous avez x-1 compris entre a-1 et b-1 et vous multipliez par log de t
pour pouvoir après encadrer l'exponentielle de x moins 1 ln de t, eh bien si t est compris entre 0 et 1 et ln de t étant négatif, on va retourner le sens des inégalités. Autrement dit, on va obtenir une domination par morceau, à savoir ln de t en valeur absolue exponentielle à moins 1 ln de t exponentielle moins t, ceci lorsque t sera compris entre 0 et 1, ça c'est pour le premier morceau, et une deuxième domination, si je prends t cette fois-ci plus grand que 1, on va dominer par ln de t exponentielle b moins 1 ln de t exponentielle de moins t, lorsque cette fois-ci t est supérieur strictement, pour prendre le cas complémentaire, à 1. Autrement dit, si je dois dominer par une fonction indépendante du paramètre qui va être continu par morceau et intégrable, eh bien là vous avez un cas justement où il est utile de pouvoir dominer par morceau, c'est-à-dire que phi est donc une fonction qui va être définie par morceau sur 0,1 de cette façon et sur 1 plus l'infini de cette façon. Encore faut-il vérifier que la fonction phi ainsi définie par morceau est elle-même intégrable sur 0 plus l'infini. Eh bien par exemple, si on regarde en plus l'infini, la fonction phi a pour, ici, dominatrice, a pour expression ln de t exponentielle b-1 ln de t exponentielle moins t, que je peux réécrire, si c'est plus simple pour vous, comme ln de t en valeur absolue, t puissance b-1 exponentielle moins t. Or, c'est clairement un petit taux de 1 sur t carré. Il suffit de multiplier par t carré, vous obtenez encore du ln de t, t puissance ici 1 plus b, b étant strictement positif car dans R plus étoile, exponentielle moins t, par croissance comparée, vous allez bien avoir le t carré fois cette expression qui tend vers 0, autrement dit c'est un petit taux de 1 sur t carré, fonction de Riemann qu'on sait être intégrable au voisinage de plus l'infini. Ce qui m'assure donc l'intégrabilité ici de phi au voisinage de l'infini. Donc elle est intégrable ici sur 1 plus l'infini à valeur dans R par comparaison sur les fonctions à valeur positive. Par contre, si je travaille en 0, c'est-à-dire pour ma fonction dominatrice phi, eh bien, je vais alors ici récupérer cette expression-là. Je prends tout de suite l'initiative de la réécrire en fonction des puissances de t. On va donc obtenir ln de t en valeur absolue, t puissance a moins 1, exponentielle moins t. Seulement au voisinage de 0, je n'ai plus la relation en exponentielle et la croissance comparée. Je vais donc prendre en 0 un équivalent pour justifier la bonne intégrabilité de cette expression-là, et je récupère ici naturellement t puissance a moins 1, ln de t en valeur absolue ici. Alors comme on est au voisinage de 0, on pourrait même remplacer la valeur absolue de log de t par moins t exponentielle à moins 1 ln de t. Seulement l'enjeu, c'est de justifier de l'intégrabilité alors de cette nouvelle expression-ci. Alors je vais garder, ça, sachant au passage que le log sur 0,1 étant négatif, toute cette expression-là est bien une expression positive. Donc les critères de comparaison pour l'intégrabilité sont encore valides. Pour aller plus loin, je vais habilement retravailler cette expression-là, c'est-à-dire je vais regarder bien, voir ça comme moins t puissance a sur 2 ln de t, le tout fois t puissance a sur 2 moins 1. C'est-à-dire je vois ça comme moins t puissance a sur 2 ln de t, c'est-à-dire que le t puissance a, je l'ai séparé avec les règles sur les puissances, fois ici 1 sur t puissance 1 moins a sur 2. Alors pourquoi c'est malin? Parce que je fais apparaître simplement une expression qui tend vers 0 fois cette fonction de la forme d'une fonction de Riemann. Si cette fonction tend bien vers 0, on a donc un truc en epsilon t fois celle-ci, ce qui permet d'affirmer que tout ceci est bien un petit taux de 1 sur t puissance 1 moins a sur 2. Seulement, on a une fonction de Riemann de la forme 1 sur t puissance alpha avec le alpha qui est 1 moins a sur 2, c'est-à-dire quelque chose qui est strictement plus petit que 1. On est donc face à une fonction de Riemann qu'on sait être intégrable au voisinage de 0, et donc par comparaison sur les fonctions à valeur positive, je récupère l'intégrabilité de celle-ci, puis l'intégrabilité de phi au voisinage de 0. J'ai donc une domination par phi définie et continue par morceau, intégrable en 0 et en plus l'infini, ce qui assure la deuxième hypothèse pour le critère C1 concernant les intégrales à paramètres. On en déduit donc naturellement que la fonction gamma, elle est bien C1 sur 0 plus l'infini, donc sur R plus étoile. Et en plus, on récupère que pour tout x strictement positif, j'ai l'expression de la fonction gamma, on appelle ça la formule Lamnitz encore, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Voilà l'expression associée à la dérivée première.
L'enjeu de la suite des questions, c'est d'aller chercher une étude complète et assez fine de la fonction gamma pour pouvoir construire sa courbe représentative. Donc dans un deuxième temps, on me demande de réitérer ce que j'ai fait dans cette première question et de justifier du caractère CK de la fonction gamma. Je vais invoquer alors le critère CK justement pour les fonctions dépendant d'un paramètre et sous une forme intégrale. C'est-à-dire qu'on refait exactement la même étude et pour justifier qu'elle est de classe CK pour tout cas, c'est-à-dire que si on fixe K appartenant à n étoiles, on peut appliquer la même recette. On a alors à chaque fois la fonction qui va être la fonction principale qui va être continue par morceau en t, qui va être en x suffisamment régulière, c'est-à-dire de classe CK, et vous allez constater qu'à chaque fois que vous dérivez, vous sortez un log de t. Donc on va sortir un log de t puissance k. La nouvelle expression est encore continue par morceau, ce qui justifie finalement de la régularité en t. Elle est également continue à chaque fois en x, puisque la fonction principale était de classe CK. Avec en plus, je vais simplement l'écrire, que la dérivée km de petit f par rapport à x est donnée ici par log de t à la puissance k, le tout fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. C'est-à-dire que lui, on le voit encore comme exponentielle x moins 1 ln de t, ce qui justifiait qu'à chaque dérivation en petit x, on obtenait un log de t à une puissance itérée. Pardon, pourquoi je mets le dt bêtement ici? Ce qui me permet en fait d'utiliser les mêmes critères. On domine de la même façon par morceau en 0 plus l'infini, localement avec un segment AB inclus dans R plus étoile. Ce qui me permet de dire que finalement, d'après le critère CK, gamma est donc de classe CK sur R plus étoile. Et pour tout x strictement positif, j'ai donc gamma dérivé k fois ici à k fixé dans n étoiles, qui est de la forme intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t, le tout puissance k, fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. En particulier, si elle est de classe ck pour tout cas, eh bien c'est infini, et on a donné l'expression de la dérivée km. Dans une troisième question, on me demande alors de justifier qu'il existe un point C compris entre 1 et 2 strictement, en lequel la dérivée s'annule, ce qui va nous donner l'existence d'une tangente horizontale sur la courbe représentative. Alors pour faire simple, vous avez gamma qui, elle, était de classe ici C1 par exemple, sur R plus étoile, en particulier sur le segment AB. Elle est donc continue sur 1,2, elle est dérivable sur 1,2 ouvert, avec notamment gamma de 1 qui n'est rien d'autre que l'intégrale généralisée de 0 à plus l'infini de t puissance 0 exponentielle moins t dt. Si on primitive exponentielle moins t en moins exponentielle moins t à prendre entre 0 et plus l'infini, en plus l'infini la limite donne 0, moins la valeur en 0, on obtient moins 1, c'est-à-dire qu'on obtient 1, et gamma de 2 qui est l'intégrale généralisée de t puissance de moins 1 t exponentielle moins t dt. Si on conduit ici un calcul par IPP, en posant u de t égale à t, v' de t égale exponentielle moins t, simplement pour casser la puissance dt ici, on obtient tout de suite un crochet nul, moins encore une fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, ici d'exponentielle moins t dt, on récupère 0, moins 1, on obtient encore 1. Autrement dit, on a une fonction qui est régulière, qui coïncide en 2 points. D'après le théorème des accroissements finis pour les fonctions à valeur réelle, il existe donc ici un C appartenant à 1, 2 ouvert, tel que gamma prime de C est égal à 0. Fin de cette troisième question. On me demande alors d'aller chercher des relations de récurrence. Alors attention, à x réel, on me demande une relation entre gamma x plus 1 et gamma x. Eh bien pour faire simple, si on fixe ici x strictement positif et qu'on calcule gamma x plus 1, il s'agit donc de calculer l'intégrale généralisée de t puissance x exponentielle moins t dt. Mais finalement, à l'instar de ce qu'on a fait précédemment, on va encore travailler par intégration par partie pour aller chercher une relation en gamma x. Alors si je pose encore une fois u de t égale à t puissance x pour rabaisser la puissance de t puissance x, v' de t qui est égal ici à exponentielle moins t, on obtient alors u' de t, alors attendez, je vais reprendre ici v' de t que je vois comme exponentielle moins t. Donc également, je vous rappelle que je pose les 4 candidats u' de t qui est égal à ici x t puissance x moins 1
v de t qui est égal à moins exponentielle moins t, avec évidemment uv des fonctions à x fixées de classe C1 sur 0 plus l'infini en t. De plus, pour justifier de l'utilisation de la formule d'intégration par partie pour les intégrales généralisées, je vérifie que le crochet et le produit u fois v en t possèdent bien une limite aux deux singularités, en 0 en plus l'infini, en 0 puisque t va prendre la valeur 0. Ici, en plus l'infini, on va obtenir 0 par croissance comparée. Autrement dit, l'IPP pour les intégrales généralisées va nous donner un crochet nul, moins l'intégrale de tout ce qu'on a créé. Donc on va obtenir moins moins plus ici, x intégrale de 0 à plus l'infini, t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt, c'est-à-dire je récupère directement la relation gamma x plus 1 est égal à x gamma x. On me demande alors d'en déduire un équivalent au voisinage de 0. Eh bien, si on a pour tout x strictement positif gamma x plus 1 qui est égal à x gamma x, en particulier, ceci équivaut à dire que gamma x se comporte comme gamma x plus 1 sur x. Alors cette relation fonctionnelle va me permettre d'en déduire un équivalent au voisinage de 0. C'est-à-dire que quand x tend vers 0, eh bien gamma x plus 1, je vous rappelle que gamma étant continu sur R plus étoile, gamma x plus 1 quand x tend vers 0 va tendre vers gamma 1 par continuité de la fonction gamma. Autrement dit, le meilleur équivalent ici, ça va donc être gamma 1 non nul qui est égal à 1 sur x quand x tend vers 0. Donc on en déduit qu'au voisinage de 0, la relation fonctionnelle me permet d'en déduire un premier équivalent. Gamma x est équivalent à 1 sur x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et donc cet équivalent, entre autres, me permet d'affirmer que quand x tend vers 0 par valeur supérieure, je récupère même la limite de gamma x au voisinage de 0. On a donc une droite asymptote verticale en 0, d'équation x égale 0. Et bien pour achever l'étude, on nous demande alors dans une dernière question d'aller chercher... attendez, j'ai oublié les questions, j'ai pu énoncer sous les yeux. Oui, pardon. On nous demande alors d'obtenir gamma n plus 1, et que ça vaut factoriel n, et d'en déduire la limite de gamma x. Pardonnez-moi. Évidemment, on a travaillé ici au bord en 0+, on nous demande alors de travailler en plus l'infini. Eh bien, si je veux aller chercher gamma n plus 1, eh bien, gamma n plus 1 est donc donné ici, d'après la relation précédente, par n gamma n moins 1, c'est donné par n-1, gamma n-2, et ainsi de suite. Mais cette relation de récurrence me permet justement d'établir une récurrence et de justifier que pour tout n dans n étoile, gamma n plus 1, pour tout n dans grand N, gamma n plus 1 eh bien, est donné par factoriel n. Alors pour faire simple, vous avez pour n égale 0, gamma de 0 plus 1, gamma 1 qui est bien égal à 1, qui est égal à factoriel 0, donc la propriété est établie au rang 0. Et si on fixe n dans ici grand N, pour lequel gamma n plus 1 est égal à factoriel n, pour l'hérédité, on va considérer gamma n plus 2 qui est égal, grâce à la relation de récurrence, et bien ici à n plus 1, gamma n plus 1. Seulement ici, pour justifier de la formule, eh bien, gamma n plus 1 par hypothèse de récurrence est donné par factoriel n. Je récupère donc n plus 1 factoriel n qui me donne bien n plus 1 factoriel, ce qui achève la récurrence. Autrement dit, la relation fondamentale ici obtenue à la question 3 me permet d'affirmer que gamma n plus 1 est égal à factoriel n, ce qui va me permettre d'obtenir la limite par un simple passage à la limite. Seulement, c'est un petit peu subtil. Si on passe à la limite, on obtient donc quand ces points-là, je tends vers plus l'infini, mais en dehors, je ne sais pas comment ça se passe. Donc si je veux utiliser ce genre de résultat pour obtenir la limite, je dois d'abord justifier de l'existence de la limite de gamma en plus l'infini. Donc par ailleurs, je vais justifier que gamma était de classe C2 et qu'on avait obtenu gamma seconde de x qui était égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln carré de t, t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Tout ceci étant positif sur 0 plus l'infini, ça veut dire que la fonction gamma présente sur 0 plus l'infini une dérivée première qui est strictement croissante. Seulement, d'après la question petit 3, il existait un point C calé entre 1 et 2 en lequel la dérivée s'annulait. Eh bien, vu la stricte monotonie et le fait que ça s'annule en C ici, ça veut dire que la dérivée première de gamma est négative avant C et positive après C. Ce qui me permet d'affirmer que la monotonie de gamma est la suivante. Elle est d'abord décroissante, puis croissante, avec une valeur de gamma C
que je devrais estimer puisque je ne l'ai pas ici. En 0, on avait plus l'infini, et en plus l'infini, eh bien, je n'ai pas la limite. Néanmoins, si on revient sur le cours pour les fonctions d'une variable réelle, j'ai donc sur c plus l'infini une fonction qui est strictement monotone croissante. Ça veut dire que je sais que la limite existe et je peux la noter petit l. Attention, elle existe dans R bar. Elle peut être éventuellement égale à plus l'infini. Mais en notant petit l la limite ici de gamma x quand x tend vers plus l'infini, or comme gamma n plus 1 est égal à factoriel n qui tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, eh bien l'unicité de la limite me permet ici d'affirmer que la limite de gamma n'est rien d'autre que plus l'infini. Ce qui me permet finalement d'obtenir le comportement asymptotique de gamma en plus l'infini. Eh bien, pour achever l'étude, on nous demande alors de justifier que gamma est convexe. Eh bien, je viens d'écrire il y a à peine une minute que la fonction gamma avait pour dérivée seconde une expression positive d'après la caractérisation des fonctions convexes pour les fonctions de classe C2. J'en déduis que gamma est convexe sur 0 plus l'infini. Autrement dit, si je dois représenter la fonction gamma qui était une intégrale à paramètre du paramètre petit x sur 0 plus l'infini, on avait obtenu une asymptote verticale d'équation x égale 0 ici. On avait un point C compris entre 1 et 2, deux tangentes ici horizontales, et la fonction était décroissante puis croissante avec une limite infinie en l'infini, ce qui veut dire que la fonction gamma aurait pour représentation graphique cette courbe-là. Ainsi, vous devez connaître l'étude de la fonction gamma parce qu'elle revient sous certaines formes à des exercices, pour beaucoup d'exercices d'oraux. Bon, je m'arrête là, je vous ai dit que j'avais un petit peu de mal en ce dimanche matin, et je vous retrouve tout de suite pour les autres exercices. Dans ce deuxième exercice, on considère deux intégrales à paramètres, et l'objectif de l'exercice est d'obtenir d'abord une relation fonctionnelle et d'exploiter celle-ci pour obtenir la valeur de l'intégrale de Gauss, l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré dt. Dans un premier temps, on me demande donc de considérer deux intégrales à paramètres, f définie par l'intégrale de 0 à x d'exponentielle moins t carré dt, et g de x, l'expression définie par l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins x carré, 1 plus t carré, le tout sur 1 plus t carré dt. Alors ces deux objets sont bien définis, pourquoi? Simplement qu'à x fixé dans R+, avec le cas dans tout l'exercice, à x fixé dans R+, on a là une fonction qui a t associé exponentielle moins t carré continue sur 0x, et à x fixé, on a là la fonction qui a t associe cette expression qui n'est rien d'autre qu'une fonction continue sur le segment 0,1. On a donc deux fonctions du paramètre t continue à x fixé sur un segment, les deux intégrales existent. Dans un premier temps, on nous demande alors de justifier que chacune de ces deux intégrales à paramètres sont de classe C1. Ce sont des intégrales à paramètres car il y a une dépendance à x, un paramètre extérieur à l'intégrale. Seulement, il y a un cas particulier, c'est ici f, dont la dépendance au paramètre est sur la borne supérieure. Ça veut dire quoi? Vous êtes là face à une intégrale fonction de sa borne supérieure. On vous rappelle que dès la première année de sup, on vous a expliqué que cet objet-là ne représentait rien d'autre que l'unique primitive de la fonction qui a t associée exponentielle moins t carré, unique primitive qui s'annule en 0. Autrement dit, ici, par notation ou par définition, la fonction f est de classe C1 sur R+, à valeur dans R. C'est une primitive, donc de classe C1, et sa dérivée, c'est l'expression ici en petit x. D'autre part, si on veut montrer que cette intégrale à paramètres est de classe C1, cette fois-ci, le x est à l'intérieur de l'intégrale. On va donc revenir encore au critère C1 pour l'étude des intégrales à paramètres. Autrement dit, si je donne un nom ici, h de xt, à cette expression, eh bien, la fonction qui a t associe h de xt, eh bien, continue par morceau ici sur l'intervalle 0,1. De plus, la fonction qui a x associe h de xt à t fixé, elle est de classe C1 sur R+, avec en plus, pour tout xt appartenant à R+, croix 0,1, on a alors la dérivée partielle en x de cette expression, qui donne, donc on dérive à t fixé en x, on obtient, c'est la forme exponentielle u, on obtient donc moins 2x 1 plus t carré exponentielle de moins x carré 1 plus t carré, le tout sur 1 plus t carré. Autrement dit, on obtient moins 2x exponentielle moins x carré
1 plus t carré. On a encore ici une expression qui est parfaitement continue par morceau en t et continue en x, mais ça on le savait déjà par l'hypothèse C1 ici. De plus, en ce qui concerne la seconde hypothèse du critère C1, on va chercher à avoir une domination de cette dérivée partielle première indépendamment de x. Alors je vous rappelle encore une fois que la dérivabilité étant un caractère local, on peut affaiblir les hypothèses et considérer alors un segment AB. Donc considérons AB qui va contenir petit x ici inclus dans R+. Alors on va avoir la domination suivante, à savoir que pour tout xt appartenant ici à AB croix 0,1, eh bien en valeur absolue, la dérivée partielle l'idée va être donc de contrôler la valeur absolue de cette expression, c'est-à-dire 2x exponentielle moins x carré, 1 plus t carré, indépendamment de x. Seulement si on travaille localement avec x dans AB, eh bien 2x peut être majoré par 2 fois b tout simplement, et exponentielle moins x carré 1 plus t carré, ceci étant fixé, enfin vous pouvez le voir finalement par rapport à x comme une constante, et on a une exponentielle d'exposant négatif qui va être décroissante. Donc pour contrôler le tout, on peut contrôler par le haut, par 2b exponentielle moins x carré, c'est-à-dire moins a carré avec x compris entre a et b, 1 plus t carré. Or, l'intervalle de travail ici, pour ma fonction dominante ici, c'est 0,1, puisqu'on veut une fonction continue par morceau sur 0,1 et intégrable sur 0,1. On a là une fonction qui est continue et donc intégrable, ici sur 0,1 à valeur dans R1. Autrement dit, les deux hypothèses du critère C1 ont été vérifiées. On en déduit naturellement que ceci étant vrai sur tout compact, que la fonction g définie comme une intégrale à paramètres est de classe C1, donc est de classe C1, donc elle appartient à C1 ici, de R sur R+, à valeur dans R, et en plus on a l'expression de la dérivée en x de g, c'est-à-dire que g' de x, ce n'est rien d'autre que donc moins 2 fois, on avait écrit que c'était moins 2x exponentielle, donc moins 2x intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x carré 1 plus t carré dt. C'est l'expression que nous avions obtenue ici. Ce qui nous permet d'affirmer que f et g sont deux fonctions de classe C1 sur R+. On me demande alors de justifier que pour tout x appartenant à R+, eh bien g de x plus f carré de x est égal à pi sur 4. Alors évidemment, on pourrait tenter de faire un calcul brutal, faire des changements de variables pour rapprocher les intégrales en se ramenant à deux intégrales sur le même intervalle. Bon, là, c'est plus astucieux, puisqu'on a une expression qui est constante et qu'on a démontré que ces expressions étaient de classe C1. On va simplement définir une nouvelle fonction grand H qui à x associe cette somme de deux fonctions C1. H est de classe C1 et pour montrer qu'elle est constante, on va simplement montrer que la dérivée est nulle sur l'intervalle de travail ici, R+. On en déduira alors que H est constante sur l'intervalle de travail, et en spécifiant la valeur de X en 0, on obtiendra alors la valeur pi sur 4. Autrement dit, H est de classe C1 sur R+, à valeur dans R, et je vais aller chercher l'expression de sa dérivée. Seulement, vous verrez, lorsqu'on va travailler sur l'expression de la dérivée, je vais devoir mettre en place un changement de variable et on va constater qu'un élément 1 sur x va apparaître. Autrement dit, je vais travailler non pas sur R+, mais sur R plus étoile. Alors, pour être honnête, on travaille sur R+, c'est au moment donné, au moment où on a besoin d'exclure la valeur 0, on le fait, quitte à rectifier les choses a posteriori. Mais ici, je peux l'anticiper, donc pour tout x appartenant à R plus étoile, je vais obtenir que h' de x est donné par g' de x plus 2 f' de x, f de x. Or, g' de x, je l'ai obtenu juste avant, j'avais écrit que c'était moins 2x intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins x carré 1 plus t carré dt, plus 2 fois la dérivée de la première intégrale qui dépendait de sa bande supérieure. Ça veut dire que la dérivée de la première intégrale dépendant de sa bande supérieure, ce n'est rien d'autre que 2 exponentielle moins x carré fois l'intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Alors évidemment, cette première expression, et avec les règles de l'exponentielle, peut se transformer et j'obtiens alors la chose suivante, c'est-à-dire que h' de x est donné par moins 2x exponentielle moins x carré, ici, fois l'intégrale de 0 à 1, donc j'ai exponentielle moins x carré fois exponentielle de moins x carré t carré dt, plus ici, ce résidu, 2 exponentielle moins x carré, intégrale de 0 à x exponentielle moins t carré dt. Alors évidemment, l'objectif étant de trouver
ici une dérivée nulle, il va falloir essayer de rapprocher les intégrales. Donc moi je vous propose de faire un changement de variable sur la première intégrale et de poser naturellement u est égal à xt pour avoir de l'exponentielle moins u carré. Alors ça tombe bien, pourquoi? Parce que si u est égal à xt, ça équivaut à dire que t est égal à u sur x, on a alors la variable t de l'intégrale qui est vue comme une fonction d'une nouvelle variable avec phi qui est C1 strictement monotone. Autrement dit, le changement de variable est licite. De plus, si t prend la valeur 0, alors u prend la valeur 0. Si t prend la valeur 1, u prend la valeur x, et on va se ramener à deux intégrales sur 0x. C'est-à-dire que par changement de variable, j'obtiens moins 2x exponentielle moins x carré, intégrale de 0 à x d'exponentielle moins u carré, fois dt. Alors je vous rappelle que ici, dt est égal à 1 sur x fois du, donc 1 sur x du, plus 2 fois exponentielle moins x carré, intégrale de 0 à x, exponentielle moins t carré dt. Seulement, quand on regarde ce qu'on a une simplification en x ici, et vous récupérez alors moins 2 fois une expression, plus 2 fois la même expression, et la dérivée est nulle. On en déduit alors qu'il existe une constante c, telle que pour tout x appartenant à R plus étoile, puisque j'avais restreint à R plus étoile le travail sur la dérivée ici, eh bien h est donc constante sur R plus étoile, l'intervalle de travail, puisque c'est la dérivée i est nulle. En particulier, h était composée de fonctions de classe C1, elle est elle-même de classe C1. Donc elle y est continue. Donc si vous avez une fonction qui est constante sur R plus étoile et qui est continue sur R plus, alors en particulier, je peux prolonger en zéro le résultat, c'est-à-dire que ceci est vrai, et ceci par continuité peut s'étendre sur R plus, c'est-à-dire qu'on a également h de x est égal à c. Bien, je vous l'avais dit, si h est constante sur R plus, en particulier en 0, on peut récupérer la valeur de cette constante, c'est-à-dire que en particulier, si vous prenez la valeur ici de h de 0, c'est-à-dire vous récupérez l'intégrale de 0 à 0 qui est nulle par convention, plus l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins 0, facteur de 1 plus t carré sur 1 plus t carré, exponentielle de 0 ça vaut 1, on récupère l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t carré, vous primitivez d'après le théorème fondamental de l'analyse, ça vous donne donc arctangente à prendre entre 0 et 1, arctangente de 1 pi sur 4, moins la valeur en 0 qui vaut 0, c'est-à-dire je récupère que c est égal à pi sur 4. Donc finalement, cette première relation fonctionnelle nous a permis de conclure, on a finalement la relation suivante, à savoir que pour tout x dans R+, j'ai g de x, l'intégrale de 0 à x d'exponentielle ici, alors c'était pas ça, g de x était l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins x carré 1 plus t carré, le tout sur 1 plus t carré dt, plus f au carré, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x d'exponentielle moins t carré, ici le tout au carré, qui vaut une constante, pi sur 4. Et on nous demande donc, dans une deuxième question, d'exploiter cette relation fonctionnelle pour en déduire la valeur de l'intégrale de Gauss, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré dt. Alors évidemment, vu la relation fonctionnelle, on a bien envie de faire tendre x vers plus l'infini pour récupérer ici la valeur de l'intégrale de Gauss. C'est-à-dire que si je note i, la valeur de cette intégrale, par passage à la limite, vous allez avoir la limite de la première plus i carré est égal à pi sur 4. J'en déduirai alors la valeur de i. Seulement voilà, pour pouvoir passer à la limite, encore faut-il être capable de prouver que la limite de cette intégrale existe et d'obtenir la valeur de cette limite. Ce qui me donnera l'existence de la limite ici et l'expression exacte de i. Alors pour étudier finalement la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, eh bien je vous propose de revenir à la caractérisation séquentielle de la limite. En effet, il existe une version continue du théorème de convergence dominée pour dire que la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. Mais par choix pédagogique dans l'année, je vous l'avais expliqué, je m'y refuse. Je préfère qu'on revienne carrément au théorème de convergence dominée par caractérisation séquentielle. C'est un choix, je l'assume. C'est-à-dire qu'ici, pour obtenir la limite de g de x en plus l'infini, eh bien pour cela, je vais noter xn, une suite quelconque à valeur dans ici R+, puisque x, le paramètre, est dans R+, et telle que cette suite tende vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et bien dans ce cas, au lieu de travailler directement sur g de x, je vais travailler sur g de xn. Je vais donc voir apparaître l'intégrale de 0 à n d'une suite de fonctions continues, c'est-à-dire ici, si vous me permettez d'appeler celle-ci fn de t, cette suite de fonctions, on a alors l'intégrale d'une suite de fonctions continues sur 0, 1. On peut alors penser à utiliser le théorème de convergence dominée pour obtenir la limite de l'intégrale qui est intégrale de la limite. Eh bien, en particulier,
en revenant sur Fn, on a dans un premier temps, si je regarde Fn de t à n fixé, à t fixé dans ici 0,1, quand n tend vers plus l'infini, eh bien vous allez alors récupérer, comme xn tend vers plus l'infini ici, eh bien simplement la valeur 0. Autrement dit, on a une convergence simple de la suite de fonctions ici Fn. D'autre part, si je regarde pour tout n appartenant à grand N et pour tout t appartenant à 0,1, je dois alors obtenir, pour deuxième hypothèse ici, une domination de ma suite de fonctions indépendamment du paramètre petit n par une fonction intégrable sur 0,1. Seulement si je regarde Fn de t en valeur absolue, il s'agit de contrôler l'exponentielle moins xn carré 1 plus t carré sur 1 plus t carré. Eh bien l'exponentielle d'un exposant négatif est décroissante, et donc pour majorer, il suffit d'évaluer en 0. Vous obtenez alors ici un contrôle par le haut par 1 sur 1 plus t carré, qui est une fonction continue, donc intégrable sur 0,1 et indépendante de petit n. D'après le théorème de convergence dominée qui s'applique, on en récupère alors, ou on en déduit, simplement que g de xn, ou plutôt la limite de g de xn quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de la limite. Nous, on a trouvé ici, pour limite simple, 0, c'est-à-dire qu'on obtient ici la fonction de nul. Ceci est vrai pour toute suite xn de R+, d'éléments de R+, d'après la caractérisation séquentielle. On a alors la limite de g de x à l'infini qui existe, et sa limite, elle vaut 0. C'est-à-dire que finalement, par passage à la limite dans la relation fonctionnelle qu'on avait obtenue, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, donc par passage à la limite, je récupère directement donc la limite de g de x qui est nulle, plus la limite de l'intégrale de 0 à x, donc comme on avait une relation fonctionnelle avec une constante d'un côté et l'existence d'une limite de l'autre, ça veut dire que la limite de f de x au carré existe, et par passage à la limite en la notant i, j'obtiens i carré est égal à pi sur 4, c'est-à-dire que i est égal à plus ou moins racine de pi sur 2. Alors, entre nous, et vous le savez bien, l'intégrale ici de Gauss, c'est l'intégrale d'une fonction positive, donc la limite doit rester positive ici. On récupère alors que finalement, la valeur de l'intégrale de Gauss, de 0 à plus l'infini, d'exponentielle moins t carré dt, n'est rien d'autre que racine de pi sur 2. Alors, ceci pourrait achever l'exercice, mais j'avais ajouté une question qui est un peu culturelle. C'est de récupérer alors, au vu de cette égalité-là, de récupérer alors la valeur de la fonction gamma en 1/2. C'est-à-dire que je vous rappelle que pour tout x strictement positif, gamma x était défini comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Si je regarde en particulier en spécifiant la valeur x à 1/2, on récupère l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance moins 1,5 exponentielle moins t dt. T puissance moins 1,5, je peux le voir comme 1 sur racine de t exponentielle moins t dt. Pour se ramener alors à l'intégrale de Gauss et récupérer une valeur explicite de gamma 1/2, eh bien je vous propose de poser u est égal à racine de t, c'est-à-dire que t peut être vu ici comme u carré. On peut alors voir encore une fois t, la variable ici, comme une fonction d'une nouvelle variable u qui est C1 strictement monotone, avec tout simplement, alors je vais l'écrire ici, dt qui est de u du. Ce changement de variable nous permet alors de justifier qu'on obtient l'intégrale quand t prend la valeur 0 de 0, quand t prend la valeur plus l'infini à plus l'infini, ici de 1 sur u, exponentielle moins u carré, 2u du, les u se simplifiant, vous récupérez alors deux fois la valeur de l'intégrale de Gauss, c'est-à-dire qu'on obtient racine de pi. Autrement dit, dans le premier exercice, nous qui avions étudié la fonction gamma, eh bien, on pourrait rajouter sur la courbe représentative une valeur particulière, c'est-à-dire que gamma 1/2 prend pour valeur racine de pi. Dans ce troisième et dernier exercice, on nous demande d'étudier encore une intégrale à paramètres. On définit ici, pour tout x appartenant à R, la fonction qui à x associe l'intégrale suivante. L'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré cosinus xt dt. Dans cet exercice, on cherche à obtenir une forme explicite pour la fonction petit f. Alors généralement, lorsqu'on a une intégrale de cette forme-là, on a tendance à se plonger en complexe et aller chercher la partie réelle ou la partie imaginaire d'une intégrale d'exponentielle complexe qu'on saurait gérer. Ici, l'objectif, c'est d'aller chercher plutôt une équation différentielle vérifiée par petit f, résoudre cet équadif, et par unicité d'un problème de Cauchy, récupérer alors l'expression de la fonction petit f.
Si on considère cette intégrale à paramètres, donc du paramètre extérieur à l'intégrale petit x, on considère une fonction finalement à x fixé et de la variable t qui est continue sur 0 fermé plus l'infini et qui présenterait une singularité en plus l'infini. Seulement en valeur absolue, l'exponentielle moins t carré cos xt est naïvement majorée par exponentielle moins t carré qui est une fonction intégrable sur 0 plus l'infini. En 0, pas de problème, et en plus l'infini, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Autrement dit, la fonction ici est bien intégrable, au sens où l'intégrale de la valeur absolue converge, et on récupère alors l'existence de l'intégrale à paramètre petit f. Mais dans cette première question, il ne s'agit pas de démontrer l'existence, mais le caractère C1. On revient encore une fois au critère C1 pour les intégrales à paramètres. Si je nomme gxt cette expression-là, on a encore la régularité suivante, c'est-à-dire la fonction qui a t associe gxt et continue par morceau ici sur 0 fermé plus l'infini. Si je considère la fonction qui a t fixé mais à x associe g de xt, on a alors une fonction qui est parfaitement C1 sur l'intervalle de travail grand R. De plus, si on va chercher pour tout x ici t appartenant à R croix 0 plus l'infini, on récupère alors la dérivée partielle en x de l'expression suivante. Alors attention, si vous dérivez en x, vous allez sortir un t ici. On va donc obtenir t exponentielle moins t carré sinus xt. Attention, puisqu'on dérive le cosinus, on a donc moins t exponentielle moins t carré sinus xt. Cette fonction est elle-même continue par morceau en la variable t et continue en x, ce qui assure la régularité. De plus, si on souhaite obtenir ou vérifier la deuxième hypothèse du théorème de régularité pour les intégrales à paramètres, on va chercher à dominer cette dérivée partielle indépendamment de x. Seulement, je l'ai déjà dit deux fois, je le répète encore une fois, la dérivabilité étant un critère local, on va affaiblir les hypothèses et se contenter d'une domination sur un segment inclus dans la partie auquel appartient le paramètre, c'est-à-dire grand R. De plus, si on considère alors ici AB un segment inclus dans R, ou alors, sans perdre de généralité, un segment de la forme moins AA inclus dans R, c'est plus pratique d'utiliser ceci quand la partie est symétrique par rapport à 0, alors on peut constater qu'en valeur absolue, d rongé sur d rond x ici, va être majoré par t exponentielle moins t carré ici, qui elle-même est une fonction indépendante de petit x et intégrable. Pourquoi? En 0, c'est parfaitement continu, et en plus l'infini, c'est encore un petit taux de 1 sur t carré. Autrement dit, j'ai une fonction dominante continue par morceau et intégrable sur 0 plus l'infini à valeur dans R, indépendante du paramètre petit x. On récupère alors les deux hypothèses du critère C1 pour les intégrales à paramètres. On en déduit ici que la fonction petit f est elle-même ici C1 sur R à valeur dans R, et pour tout x appartenant à R, l'expression de la dérivée est donnée par la formule de Leibniz, ici représentée par l'intégrale de 0 à plus l'infini de la dérivée partielle, c'est-à-dire qu'on avait obtenu moins t exponentielle moins t carré, ici sinus xt dt. Dans un deuxième temps, on me demande alors d'obtenir une équation différentielle vérifiée par la fonction petit f elle-même. Pour obtenir cette équation différentielle, on va essayer de tâtonner et à partir de f', obtenir une relation en petit f. Si je considère ici, pour tout x appartenant à R, l'expression de la dérivée, eh bien on peut s'apercevoir que ici on a presque la dérivée d'exponentielle moins t carré. C'est-à-dire que si je factorise par 1 demi, j'obtiens 1 demi de l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins 2 exponentielle moins t carré sinus xt dt. De sorte qu'on a alors l'intégrale d'un produit de la forme U' fois V pour mettre en place une IPP. C'est-à-dire que si je pose alors U' de t qui est égal à moins 2t exponentielle moins t carré, V de t qui est égal à sinus xt, on peut alors poser ici U de t, je vais poser ici sinus xt, les deux objets que je pose ici. On peut alors obtenir U de t, une primitive possible, on va prendre naïvement exponentielle moins t carré, et V' de t, attention cette fois-ci, on obtient, je dérive par rapport à t à x fixé, on obtient alors x cosinus xt. Les fonctions u et v sont de classe C1, et comme il s'agit d'appliquer la formule d'intégration par partie pour une intégrale généralisée, on va vérifier que le crochet est bien une limite, ce qui assurera l'existence également de la dernière intégrale. C'est-à-dire que si je regarde le crochet ut fois v de t ici, on obtient alors
une limite en 0, alors la valeur en 0 qui vaut 0 grâce au sinus, et une limite qui est finie. Pourquoi? Parce qu'on a encore une bornée fois quelque chose qui tend vers 0. Autrement dit, U de t, V de t tend vers 0 quand t tend vers la singularité plus l'infini, ce qui rend licite la formule d'intégration par partie et me permet d'obtenir la relation suivante, à savoir que f' de x pour tout x appartenant à R est donné par un crochet, donc à prendre entre 0 et la limite en plus l'infini. Celui-ci va donc être nul, moins l'intégrale de tout ce qu'on a créé, c'est-à-dire moins l'intégrale ici de x intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré cosinus x t dt. Et on récupère donc ici f' de x qui est égal à donc moins x exponentielle moins t carré. J'ai fait une petite bêtise, j'ai travaillé sur l'intégrale ici en oubliant le terme correctif 1 demi. C'est-à-dire qu'ici on obtient 1 demi facteur de tout ceci. Donc en développant, on obtient 1 demi f' de x égale à moins x sur 2 fois f de x, et ceci pour tout x réel. On a alors donc, en ramenant tout du même côté, f qui est solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, à savoir que ça équivaut à dire que f est solution de l'équation ronde donnée par y' de x plus ici x sur 2, y de x est égal à 0. Équation différentielle linéaire du premier ordre, sans second membre, elle est homogène. Dans un dernier temps, on me demande alors d'en déduire la forme de petit f. Eh bien, si f satisfait cette équation différentielle linéaire du premier ordre, eh bien, je peux toujours me ramener à l'ensemble des solutions S0 de cette équation différentielle homogène. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, on connaît la structure de S0, en particulier en notant petit ax ici, x sur 2, et en nommant grand AX une primitive de petit a sur R, on a alors f qui appartient à l'ensemble des solutions S0, qui n'est rien d'autre que la droite vectorielle engendrée par la fonction de la forme x associe exponentielle moins grand AX, c'est-à-dire exponentielle moins x carré ici sur 4, c'est-à-dire que si je dérive ici grand AX, on récupère bien le petit AX ici. Donc on a bien exponentielle de moins grand AX, le tout sur R, c'est-à-dire ici, ce qui équivaut à dire qu'il existe ainsi une constante lambda réelle, telle que pour tout x appartenant à R, f de x est proportionnelle à cette fonction génératrice de S0, lambda exponentielle moins x carré sur 4. Seulement f est solution de cette équation différentielle linéaire. Or, f étant donné dans l'énoncé, on peut récupérer une condition initiale, de sorte que f sera solution d'un problème de Cauchy ici, avec par exemple la donnée en 0, donc avec f de 0 est égal, donc reprenez l'énoncé, vous allez avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré cosinus 0 fois t dt, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'intégrale de Gauss dont on avait déterminé la valeur plus tôt. C'est-à-dire que f0 étant égal à racine de pi sur 2, je récupère ici la valeur de la constante lambda, ce qui entraîne que lambda est égal à racine de pi sur 2. Autrement dit, mon intégrale à paramètre définie par f de x égale l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t carré cosinus xt a pour forme explicite ici la fonction qui à x associe racine de pi sur 2 exponentielle moins x carré sur 4. Ce qui achève ce dernier exercice et les révisions sur l'application du chapitre des suites et séries de fonctions à l'étude des intégrales à paramètres. Eh bien, je vous dis à demain, bonne soirée et bon courage, ne lâchez rien.